Enchantée tout le monde. Je connais beaucoup de visages ici. Il y en a quelques-uns qui me sont pas familiers, donc je vais prendre le temps de me présenter. Je suis Noémie Montminy, étudiante au doctorat en maternité actuellement, sous la direction de Stéphanie. Donc, j'ai moins travaillé cette année sur ma thèse, mais je suis venue présenter notamment un chapitre que Stéphanie et moi, on a écrit ensemble dans Rabier Charon, là, le livre sur l'intervention éducative qui a été publié en 2022, si je ne m'abuse, 2022. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez aller lire ce beau chapitre qui s'intitule d'ailleurs « Le processus de l'intervention éducative à l'éducation préscolaire ». Moi, plus particulièrement, je vais faire un petit zoom sur l'observation à travers la théorie des habiletés dynamiques. Donc, je vais vous présenter le processus, mais dans ce chapitre-là que je ne peux pas vous présenter aujourd'hui tout au complet. Puis, de toute manière, il y a d'autres belles personnes qui vont nous parler de l'intervention, puis d'autres portions de ce processus-là. Je vais me concentrer quand même un peu plus sur l'observation. Le processus de l'intervention éducative, j'ai sorti une petite citation du texte qui parle de la pratique intentionnelle à l'éducation préscolaire, qui nécessite de comprendre l'enfant puis sa façon bien à lui d'apprendre et de se développer, mais aussi de considérer ses besoins et ses intérêts tout en gardant en tête le programme. Donc là, on est là, il y a beaucoup de choses à faire quand on est une enseignante ou un enseignant, un éducateur ou une éducatrice à l'éducation préscolaire et en petite enfance. Donc, comment je peux partir de l'observation pour déployer des pratiques intentionnelles de planification d'intervention, puis de réflexion, donc, ou d'évaluation. Donc, être intentionnel à l'éducation préscolaire signifie d'agir avec détermination, avec une intention en tête, ça le dit un petit peu, là, pour accomplir son activité, son acte éducatif. Selon le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada, en 2012, l'intentionnalité à l'éducation préscolaire et en petite enfance va directement renvoyer à la façon privilégiée des intentions éducatives développementales qui sont issues des observations de l'enfant, donc en contexte éducatif, et de ses besoins. Donc ici, on a une autre façon de voir le processus présenté par Stéphanie ce matin. Vous voyez le processus de l'intervention éducative avec des flèches qui sont plutôt, qui vont des deux sens parce que, oui, on part de l'observation puis des enfants, mais toutes les portions du processus vont s'internourrir. Donc, par exemple, on observe, on va planifier. La planification peut aller venir nourrir nos observations ultérieures. L'observation va venir guider nos interventions, que ce soit des interventions planifiées ou des interventions spontanées, par exemple à travers le jeu. Puis nos interventions spontanées, on peut observer quelque chose à travers nos interventions spontanées. Oups! Rebondir sur ce qu'on vient de voir. Donc, quand on est à travers le processus de l'intervention éducative, on reste flexible puis intentionnel, mais on peut se nourrir des observations qu'on fait, puis d'autres actes éducatifs également. L'observation qui renvoie à l'action d'observer l'enfant et son développement à travers les diverses situations de développement et d'apprentissage dans les contextes éducatifs. La planification et l'organisation, ça va découler des observations, puis on va aller planifier selon les contenus des programmes éducatifs à l'éducation préscolaire ou les programmes en petite enfance qui vont mettre en place des pratiques spécifiques éducatives puis qui vont nous permettre d'organiser l'environnement. Donc, on va choisir des acteurs éducatifs pour intervenir, mais on va aussi structurer, donc d'où la portion organisation. On va structurer l'environnement, on va structurer le local, le matériel, le temps aussi. Donc, c'est ce qui peut faire partie de la planification. Puis l'intervention, il y a d'autres gens qui vont en parler, mais ça peut être spontané ou planifié. Puis, ça découle notamment là, de pratiques issues de la qualité des interactions. La réflexion, qui s'appelle comme ça dans le programme SIC, mais qui peut aussi renvoyer à la réflexion-évaluation, c'est un moment où on prend le temps de réfléchir sur l'enfant et son développement, mais aussi un moment où on prend le temps d'avoir une pratique réflexive en tant que praticien, puis on repasse l'ensemble du processus, puis on réfléchit sur notre agir éducatif.
L'observation à l'éducation préscolaire va permettre de cerner les habiletés, les connaissances, les apprentissages, les intérêts, les questionnements, les attitudes, les comportements, les démarches, les stratégies et les besoins de l'enfant. Si on peut se permettre de faire un parallèle, l'éducation préscolaire puis à la petite enfance va se distinguer de l'enseignement primaire qui est davantage disciplinaire. Puis, on va avoir à aller chercher des apprentissages qui sont plutôt des apprentissages invisibles. Qu'est-ce que des apprentissages invisibles? C'est des apprentissages qui sont moins tangibles que ceux disciplinaires, puis qu'on doit aller observer avec plus d'attention. Donc, on doit aller voir le processus dans lequel ces apprentissages-là se font plutôt que dans le résultat. Donc, aller cerner le micro-développement qui se passe à tout moment ou les habiletés de l'enfant dans des situations de jeu, ça peut avoir l'air d'une tâche plus colossale qu'aller chercher des apprentissages qui sont disciplinaires. Puis, en fait, l'observation du développement global de l'enfant va permettre d'aller chercher ces apprentissages-là. Puis, bien, je vous ai défini développement global, mais vous connaissez probablement la définition, là. Donc, un processus dynamique, simultané, intégré, graduel et continu des développements de l'enfant dans ses différents milieux de vie. Donc, on a les domaines de développement de l'enfant. Puis, pourquoi l'observation comme premier moyen d'aller récolter des informations sur l'enfant? Bien, ça renvoie directement à la définition, là. Donc, un processus dynamique, simultané, intégré, graduel et continu, il y a très peu d'évaluations papier qui peuvent aller chercher ça. Il va y avoir l'observation, la documentation pédagogique, il va aussi aller chercher des informations sur l'enfant de manière plus holistique, mais des façons d'aller récolter des informations sur l'enfant qui vont aller chercher l'ensemble des domaines puis des variations dynamiques, il y en a très peu. Donc, l'observation est un moyen privilégié en contexte éducatif de la petite enfance. Donc, comment on considère ces apprentissages-là invisibles qui sont une dynamique dans le développement de l'enfant actuellement? En fait, là, bien, du côté de la recherche, c'est des domaines qui ont évolué, notamment en stylo. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que bien, on fait des études souvent sur le domaine physique et moteur, des études sur le domaine langagier, des études sur le domaine cognitif, des études sur le domaine socio-émotionnel, social. Donc, on vient tirer beaucoup des recherches qui sont issues en stylo. Donc, on évolue très peu en dynamique. Pourtant, la définition de développement global, développement holistique, c'est une définition qui rappelle cette dynamique et cette synergie-là entre les développements de l'enfant. Du côté de la pratique, c'est aussi un peu ce qu'on voit, hein? Donc, évidemment, ça se présente comme ça dans les programmes éducatifs. Les éléments d'observation se présentent comme ça aussi. Donc, la planification puis l'intervention peut aussi parfois se faire en stylo. Puis c'est tout à fait normal, là. C'est comme ça que c'est présenté, c'est comme ça que c'est enseigné, puis c'est comme ça qu'on pense au développement global de l'enfant. On va reparler plus tard qu'est-ce que ça veut dire une pratique dans une perspective intégrative, mais là, je voulais vous faire un constat sur comment c'est actuellement. Donc, quand on est dans une approche intégrative du développement de l'enfant puis de l'observation des habiletés du développement de l'enfant, on peut se baser sur la théorie dynamique des habiletés, qui est une théorie issue des travaux de Fisher. Donc, il y a beaucoup d'articles là, qui s'est centré en fait sur cette théorie-là tout au long de sa vie. Puis, Fisher, en fait, pour lui, le développement est hétérogène. Puis, on peut l'observer comme ça dans un contexte éducatif aussi. On peut, je la remets souvent cette toile-là, donc certaines d'entre vous l'ont sûrement vue, mais j'adore la métaphore, en fait, là, c'est que pour Fisher et ses collaborateurs, le développement de l'enfant, c'est des toiles d'araignée. De loin, elles vont toutes avoir l'air pareil. Donc, on pourrait les traiter de la même façon. Sauf que quand on s'approche, on voit que les branches, qui peuvent être les domaines, là, il y en a juste 3, mais ça peut être tous les domaines, puis d'autres éléments importants sur l'enfant là, et son environnement. Mais quand on regarde les branches de tout un chacun, on se rend compte que ça s'intègre, puis ça s'éloigne, puis les habiletés qui découlent des domaines vont se rejoindre et s'éloigner de manière différente pour tout un chacun. Donc, si à première vue, les toiles d'araignée peuvent paraître pareilles, on est tous et toutes uniques, puis la manière dont on va apprendre et se développer va l'être également. Donc, ça veut dire que si moi,
je sais pas moi, j'ai pas planifié d'exemple, mais ça veut dire que je pourrais, en tant qu'individu, déployer davantage mes fonctions exécutives parce que je régule mes émotions, alors qu'il y a d'autres personnes qui pourraient développer ces fonctions exécutives d'une manière plus cognitive. Donc, il y a des façons il y a des façons différentes qu'on a de déployer, puis il y a des schémas aussi développementaux qui sont différents. Fisher donnait beaucoup l'exemple du développement langagier. Donc, il y a des personnes qui peuvent apprendre. La séquence développementale langagière n'est pas la même pour tous, même si on est capable d'aller dégager des grands jalons développementaux. Dans la considération développementale intégrative puis la théorie des habiletés dynamiques, il y a deux idées principales qui vont s'inscrire dans cette théorie-là. Il y a le concept même d'habileté qui est vraiment une fenêtre sur les manifestations observables du développement de l'enfant. Ce que ça veut dire, en fait, là, c'est que pour Fisher et ses collaborateurs, les habiletés sont observables. Donc, oui, le développement de l'enfant, c'est quelque chose qui peut être observé à tout moment en contexte éducatif. Puis, notre façon d'aller observer les actions en tant que praticien ou praticienne, même chercheur, peut aller aussi influencer la façon dont on recueille les habiletés développementales. La deuxième idée principale, c'est que les dynamiques auto-organisationnelles immédiates stipulent que les habiletés de l'enfant vont varier continuellement dans le contexte en fonction de laquelle elle est déployée. Ça veut dire que quand l'adulte va mettre des lunettes pour observer le développement de l'enfant, c'est des dynamiques qui vont s'organiser et se réorganiser de façon continuelle. Ça a l'air un petit peu flou, mais ça veut dire que l'habileté développementale de tout un chacun va changer en fonction du contexte. Qu'est-ce que c'est le contexte? Bien, c'est l'objet. Donc, qu'est-ce que ça peut être la situation d'apprentissage et de développement, ça peut être le jeu, ça peut être les interactions. Donc, oui, à travers l'interaction, on peut déployer des habiletés différentes en fonction de la personne avec qui on interagit. Il y a le contexte physique qui fait beaucoup de liens avec l'organisation dont je vous ai parlé tout à l'heure, là. Puis, il y a le contexte socio-culturel dans lequel l'enfant évolue. Dans le chapitre, il y a ce tableau-là. Puis, il y a un moment où on explique un peu là, ce que c'est pour Fisher et ses collaborateurs, l'étendue développementale. Puis, on peut faire des parallèles, là, et ça ne sera pas fait aujourd'hui, avec la ZPD de Vygotsky. C'est pas tout à fait la même chose, mais il y a des parallèles à faire. Puis, pour Fisher et ses collaborateurs, les habiletés observées vont différer, je vous en ai parlé, selon les contextes d'observation. Notamment, quand l'enfant va déployer ses habiletés dans des situations dirigées par l'adulte, selon les données empiriques, c'est ici des recherches en fait, là. Fisher et ses collaborateurs ont observé que l'enfant va déployer des habiletés d'un niveau un petit peu plus élevé que le niveau fonctionnel de l'enfant. Donc, le niveau à travers lequel il va déployer ses habiletés de manière autonome. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment l'enfant va déployer ses habiletés, par exemple, cognitives ou langagières ou socio-émotionnelles de façon autonome dans des contextes dirigés par l'enfant. Donc, par exemple, les jeux libres. C'est vraiment un moment où on peut observer, l'adulte peut observer des habiletés fonctionnelles. Donc, comment l'enfant peut déployer ces habiletés qu'il maîtrise de manière autonome. Donc, si on observe un niveau plus haut que le niveau fonctionnel, ça nous donne une étendue développementale, puis ça nous permet d'aller planifier des interventions d'étayage qui vont découler du niveau d'observation, puis de ce qu'on déduit en fait de cette étendue développementale-là. Je ne sais pas si ça semble flou, il n'y a pas d'exemple, mais je peux vous en donner un. On peut observer, par exemple, que dans une activité d'enseignement plutôt dirigée sur la reconnaissance des émotions, on a une petite Léa qui est vraiment super bonne pour décoder les visages des émotions. Donc là, Léa, elle reconnaît la tristesse, elle reconnaît la colère, elle reconnaît la surprise. Donc, c'est notre petite Léa qui, quand on va parler des émotions, même avec une lecture plutôt, elle va toujours être en mesure de les repérer. Par contre, Léa, dans le jeu symbolique, l'enseignante observe que
ses amis, quand ils sont fâchés ou quand ils lui disent d'arrêter ou quand il y a des interactions où il y a des conflits, Léa, elle a de la difficulté à appliquer les enseignements qui ont été faits sur les émotions. Donc là, ça peut lui donner un indice à l'enseignant ou l'éducateur sur l'étendue développementale, puis sur comment planifier les actions éducatives qui vont venir pour venir un peu bridge the gap entre cette étendue développementale-là. Je ne rentrerai pas dans l'intervention, mais la théorie développementale intégrative pour le reste du processus de l'intervention est super intéressante parce qu'elle nous permet d'aller choisir une pratique d'étayage directement en lien avec le niveau développemental de l'enfant. Donc, si l'enfant a besoin d'un niveau plus soutenu d'accompagnement versus un niveau minimal d'accompagnement, la planification de l'intervention, puis même l'intervention spontanée, va différer. Donc, c'est un petit peu le lien qu'on peut faire avec le reste du processus qui découle des observations. Quand on est dans une pratique intentionnelle, on part des observations de l'enfant. Étant donné que c'est pas tangible, le développement humain, là, on s'entend que c'est très, très flou, ça fait être difficile, puis ça peut avoir l'air d'une grosse tâche pour un praticien, puis même pour un chercheur. On a très peu parlé de la recherche parce que le chapitre est plus pratique, mais même pour un chercheur, ça peut être difficile. Donc, dans une perspective développementale intégrative, les implications pour la pratique, ça serait quoi? Comment on peut aller planifier, puis observer, puis intervenir considérant cette perspective développementale intégrative-là? Bien, dans la pratique, on va y aller avec des moments où on peut aller observer les habiletés fonctionnelles, par exemple le jeu extérieur, le jeu libre. Donc, quand on planifie des moments comme ça, on est dans le respect du développement intégratif de l'enfant plutôt que des habiletés vraiment spécifiques. Donc, si on va aller observer le développement global, il faut planifier des moments et des situations d'apprentissage et de développement où on peut aller voir le développement global. Puis pour la recherche, qu'est-ce que ça veut dire, l'observation dans une perspective développementale intégrative? Bien, c'est de se centrer sur les dynamiques entre le développement. C'est comment on peut aller chercher la portion dynamique de la définition de développement global qu'on connaît tous et toutes. Bien, est-ce qu'on peut aller voir s'il y a des devis observationnels qui peuvent être utilisés, des devis, des mesures de développement global, des mesures observationnelles, des analyses qui vont aller capturer, d'aller chercher plus d'informations sur l'enfant, sur son développement plus global versus des habiletés spécifiques, des informations sur le contexte, de comment on peut aller considérer l'enfant et son tout en contexte éducatif pour un petit peu se dégager là, de l'étude en silo que je vous ai parlé, puis de l'intervention en silo également, comment on peut aller chercher l'enfant et son tout pour favoriser le développement de sa petite toile d'araignée.